C'est vrai. Ce que je sais, c'est qu'il était vraiment soucieux de sa santé. Il était végétalien. Il n'abusait pas d'alcool. Je ne savais pas qu'il en abusait. C'était un grand penseur et un gars qui avait toujours 30 longueurs d'avance, quelle que soit la situation. Cela dit, les entreprises pensaient autrement. Bien sûr, ils ne changeraient pas parce que s'ils changeaient, ils n'existeraient pas vraiment. Et c'est un peu la situation dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui. Ils n'existeront pas? Plusieurs personnes nous ont dit que l'industrie musicale pourrait être la preuve évidente de certains des pires aspects de l'humanité. Alors que la grande majorité de ces informations ont été considérées comme de la propagande, Cat Williams les ramène au centre de l'actualité et utilise la vie de Prince comme point d'ancrage de son histoire. Auparavant, la plupart des gens étaient peut-être moins enclins à prendre au sérieux les paroles de Cat Williams. Mais comme il a prédit la chute de quelques géants de l'industrie, les gens ont commencé à le croire sur parole et, selon lui, le prochain domino qui sera la chute pourrait être Clive Davis. Il y a les dirigeants de l'industrie, puis il y a Clive Davis. Ce qui distingue l'homme de ses pairs dans ce domaine, c'est que Davis s'est tellement enraciné dans le secteur qu'il n'y a pratiquement aucun acte réussi à l'époque sans qu'il n'ait participé à leur carrière. Pour certains, c'était une opportunité qui a changé leur vie, mais pour d'autres, nous apprenons que cela a peut-être marqué le début d'une prise de conscience douloureuse de leur cheminement de carrière et qu'une personne entrant dans la deuxième catégorie, selon Cat Williams, pourrait avoir été Prince. Surnommé un type de talent unique dans une génération, Prince est quelqu'un que beaucoup qualifieraient volontiers de pionnier de ce qu'est devenu notre monde du divertissement. Nous parlons du monde du divertissement dans son ensemble, pas seulement de la musique, car Prince n'était pas seulement une image que chaque personne rêvant de chanter avait collée sur une affiche dans sa chambre. Il était aussi celui de tous ceux qui voulaient devenir artistes, ayant une vie avec autant d'influence. On pourrait s'attendre à ce que le voyage de Prince se déroule sans heurts avec très peu, voire aucun, de contretemps sur le chemin. Mais selon son cher ami Cat Williams, c'était loin d'être le cas. Non seulement les débuts de sa carrière ont été remplis de nombreux défis, mais ces mêmes défis sont également devenus encore plus profonds après sa notoriété mondiale. La raison, selon le chanteur lui-même, était qu'il avait dû endurer certaines choses de la part de certaines puissances très spécifiques de l'industrie. Cela fait des années que les récits de sa vie n'ont pas été chantés, mais selon les récentes allégations de Cat Williams, il semble que sa vie de lutte avec ces personnes ait pu jouer un rôle dans son décès. Ce serait une vision scandaleuse dans d'autres circonstances. Mais le fait que Prince lui-même ait parlé des problèmes auxquels il a été confronté, associé aux histoires contradictoires qui ont suivi son décès, dresse le portrait d'un homme dont les luttes sont allées bien au-delà de la norme. C'est pourquoi Cat Williams, que l'on sait amoureuse de la vérité, s'intéresse désormais vivement à mettre les choses au clair sur la vie du chanteur. Donc, si vous n'y prêtiez pas attention lorsque Prince était en vie, l'histoire de Cat pourrait bien être la pièce manquante de tout le puzzle. Il m'a été utile de toutes sortes de manières, en particulier en ce qui concerne le business, dans la mesure où il était un homme noir qui était riche dans ce business à 18 ans. Même si cela n'était peut-être pas de notoriété publique, Cat Williams et Prince étaient plus proches que le couple chanteur-comédien habituel. L'acteur du Comic-Con a parlé de Prince à plusieurs reprises. L'une des dernières en date étant lors de son apparition dans le club de Shannon Sharpe. Shay Shay. Williams a expliqué comment lui et le chanteur légendaire étaient liés sur tant de choses, allant des paroles. Williams lui-même faisant également de la musique au début de sa carrière, ainsi que des voitures et des femmes, parce que nous partageons certaines choses. Notre lien était les paroles musicales, les femmes et les voitures. Il semblerait que ce ne soit que les choses qu'ils partageaient à la surface. Car Cat a également mentionné que Prince avait été l'une des premières personnes de l'industrie à lui apprendre à naviguer dans ces eaux mortelles. Bien que lui, Cat, ait pu rester prospère au fil des années, il semble que Prince ait maintenant eu beaucoup de chance et Williams lui-même a évoqué à quel point l'homme a lutté au moment de son décès. Au vu de ce contexte, il est facile de comprendre pourquoi ce lanceur d'alerte connu voudrait mettre les choses au clair sur son ami, en particulier celui qui a contribué à façonner sa vie d'artiste. En fait, il en a également parlé lorsque Arsenio Hall l'a interviewé lors du festival Netflix Est une blague. Williams a déclaré à Hall qu'il avait été inspiré par Prince et qu'il avait passé 5 ans en tant que
rappeur avant de devenir comédien après avoir rencontré l'artiste légendaire alors qu'il n'avait que 12 ans. Williams a déclaré avoir rencontré le chanteur de Purple Rain à Dayton, Ohio, alors que le chanteur se produisait aux arènes de l'université de Dayton. « J'ai rencontré Prince quand j'avais 12 ans, a-t-il déclaré. Je l'ai connu toute ma vie. Il était comme une force directrice pour moi. La raison pour laquelle j'ai une haute estime de moi, c'est à cause de lui. Il a ajouté que, vous savez, lorsque vous jouez de 26 ou 28 instruments, cela signifie que vous êtes capable d'avoir de multiples facettes tout en vous, concentrant sur chaque chose comme si c'était la seule chose qui était une compétence difficile. Mais il m'a fait savoir que tu pouvais être petite et avoir la peau claire avec des cheveux longs et que les gens pouvaient se moquer de toi. Mais tant que les femmes t'aimaient, tu n'avais rien à craindre. C'est alors qu'il a dit quelque chose à propos de Prince que beaucoup de gens ont trouvé intéressant. C'était un grand penseur et un gars qui avait toujours 30 longueurs d'avance, quelle que soit la courbe, a déclaré Williams. C'était un grand penseur et un gars qui avait toujours 30 longueurs d'avance, quelle que soit la situation. Ce qui rend cette déclaration intéressante, c'est que, de son vivant, Prince était connu pour les messages énigmatiques qu'il transmettait toujours, que ce soit à travers sa musique ou lors des interviews qui ont conduit à sa disparition finale. Ce n'est pas comme si nous étions contre eux ou quoi que ce soit du genre. L'idée est que nous trouvions de meilleures façons de travailler les uns avec les autres. Cela ne devrait pas être une situation où ils possèdent l'album ou l'œuvre. C'est que nous parlons de copie intellectuelle. La théorie courante avec les fans est que Cat faisait peut-être référence à ces messages énigmatiques, faisant allusion à quelque chose de sombre dans l'industrie du divertissement. Mais le problème avec les messages que le chanteur légendaire était connu pour transmettre, c'est qu'ils étaient principalement basés sur le cauchemar que l'industrie musicale a toujours été. Le plus compliqué, c'est qu'il est décédé peu de temps après avoir décidé de brandir haut la bannière de cette cause. En tant que personne ayant une grande influence dans l'industrie du divertissement, s'il y a quelqu'un qui n'aimait pas ce que Prince essayait de faire dans l'industrie et qui avait les moyens de l'arrêter, c'était probablement Clive Davis. Vous voyez, Prince n'a pas choisi au hasard de dénoncer l'industrie. Il est né de ses expériences avec les dirigeants de cette industrie. Des millions de fans se souviendront de Prince comme d'un maître du funk, d'un symbole et du créateur de succès indélébiles comme 1949 et When Doves Cry. Mais dans le monde de la musique, Prince, décédé à 57 ans, était également un défenseur pionnier et parfois controversé de ses droits en tant qu'artiste. Dans les années 90, il était en conflit ouvert avec l'industrie musicale, protestant contre le système des majors en écrivant le mot esclave sur sa joue et en changeant son nom en un glyphe imprononçable, plus tard, alors que le monde de la musique se développait en ligne. Prince a fait des déclarations parfois mystifiantes sur Internet et a surveillé ses droits musicaux si soigneusement que la plupart de ses chansons n'étaient pas disponibles non seulement sur les services de streaming de jukebox comme Spotify, mais également sur Pandora et YouTube. Ces mouvements ont parfois été ridiculisés comme de simples excentricités, mais il est désormais considéré comme l'un des premiers défenseurs du type d'expérimentation et de contrôle artistique qui est devenu un outil essentiel des pop stars les plus avant-gardistes. Si vous voulez voir son influence, tout ce que vous avez à faire est de regarder ce qui se passe aujourd'hui, où Kanye West sort un album sur différentes plateformes et y ajoute des éléments au fur et à mesure. How Drake dit, « Vous savez quoi? J'ai un nouveau disque et je vais juste le laisser tomber », a déclaré Jimmy Jam. Le producteur qui a été un associé de longue date de Prince et ancien président de la Recording Academy, l'organisation qui remet les Grammy Awards pour Prince, la clé a toujours été le contrôle. Ses batailles au début des années 1990 avec Warner Brothers, la maison de disques qui l'avait signé au début de sa carrière, concernaient principalement les exigences du label qui lui demandait de ne pas sortir plus d'un album par an, un rythme qui correspondait au modèle marketing de l'industrie. Les restrictions ont irrité Prince, qui s'est publiquement rebellé et a finalement créé son propre label, NPG Records. En 1996, il sort un triple album, Emancipation, grâce à un accord avec EMI qui lui permet de sortir des albums quand il le souhaite. La musique, pour moi, n'est pas programmée, a déclaré Prince au New York Times en 1996. L'idée principale n'est pas censée être de combien de façons différentes pouvons-nous la vendre. C'est tellement loin du véritable esprit de la musique.
La rumeur court que cette opposition à ce qui était considéré comme la norme, acceptable dans l'industrie, aurait pu jouer un rôle dans son décès controversé. Et au centre de ces discussions se trouve le nom de Clive Davis. En effet, à l'époque où Prince régnait en maître dans l'industrie musicale, Clive Davis était presque toujours impliqué dans toutes les grosses affaires. Je veux dire, pour quelqu'un qui a été président de Columbia Records entre la fin des années 60 et le début des années 70, et qui a également été responsable de la découverte de talents comme Whitney Houston, Barry Manilow, Patti Smith, Kenny G et Sarah McLachlan. On peut dire sans se tromper qu'il en faisait partie, des dirigeants les plus puissants. Eh bien, les gens disent qu'il était peut-être le mieux placé pour bénéficier du silence de Prine, ce dont Cat Williams parle généralement depuis des années. En affaires, rien n'est une coïncidence. Sinon, vous saurez qui perd de l'argent. Et dans toutes ces situations, c'est seulement l'artiste qui perd. Quelqu'un gagne beaucoup d'argent. La raison pour laquelle beaucoup de gens semblent pointer du doigt Davis dans cette affaire, c'est que l'homme a déjà l'habitude de faire taire l'un des siens. Dans ce cas, il s'agissait de Whitney Houston. Houston a été découverte face contre terre dans un bain brûlant par son assistante, qui l'avait laissée seule pendant 45 minutes alors qu'elle sortait faire des courses. Lorsque les ambulanciers sont arrivés, Whitney ne répondait pas. Ils ont pratiqué la RCR pendant environ 20 minutes avant de déclarer son décès. Alors que la drogue ravagée par la drogue, le corps de Houston gisait froid sous un drap dans sa suite dans un hôtel de Beverly Hills. Ailleurs dans le bâtiment, une soirée pour les Grammy Awards était organisée par son mentor de longue date, Clive Davis. Un coroner a statué que le décès de la plus grande chanteuse de son âge était dû à une noyade accidentelle, à une maladie cardiaque et à une consommation chronique de coke parmi les facteurs contributifs. Une dose aiguë de coke a été trouvée dans son organisme, ainsi qu'un cocktail d'autres drogues, notamment de la marijuana et des sédatifs sur ordonnance. Cependant, un enquêteur privé de Los Angeles qui a enquêté sur des affaires de drogue de célébrités et des décès suspects, a allégué de manière sensationnelle que Houston, 48 ans, avait été capturé par 2 voyous envoyés par de puissants trafiquants de drogue de la côte Est pour recouvrer une dette de 1,5 million de dollars. Donc en ce moment, c'est une histoire très étrange ce matin. La mort de Whitney Houston, bien sûr, a choqué les fans du monde entier. Maintenant, un détective privé lance toute une bombe en affirmant qu'elle l'était réellement. Et il dit qu'il a des preuves. L'ancien officier de police Paul Hubel affirme avoir présenté au FBI ce qui, selon lui, est une preuve convaincante que Houston a été prise pour cible par les 2 hommes qui faisaient partie d'un groupe de cintres mal habillés. Il a déclaré que les 2 hommes étaient inconnus de la plupart, mais pas de tout l'immense entourage de Whitney, qui visitait à plusieurs reprises sa chambre d'hôtel au cours de ces derniers jours. Incroyablement, Hubel affirme même que les hommes ont été filmés par la vidéosurveillance de l'hôtel en train d'entrer dans la suite de la chanteuse numéro 404 du luxueux Beverly Hilton au moment de son décès. La partie la plus sensationnellement gâchée de toute cette histoire est qu'après le décès de Whitney, Davis a en fait maintenu sa fête. L'événement où le corps de Whitney était toujours à l'hôtel et il y avait ce genre de fête où apparemment la moitié de la salle était en larmes. L'autre moitié était en train de faire la fête. Qu'avez-vous ressenti à ce sujet? Je pensais que c'était de la folie totale. Cela a mis en colère plusieurs fans et a conduit à approfondir davantage sa vie. Et devinez qui a été pris par la drogue dans son passé? Oui, le même homme. Selon l'actualité, un grand jury fédéral de New York a interrogé un ancien assistant de Clive J. Davis, président déchu de Columbia Records, dans le cadre d'une enquête interétatique sur la drogue. Des sources proches du dossier ont déclaré hier que M. Davis, qui avait été licencié la semaine précédente et accusé de détournement de près de 94 000 $ de fonds d'entreprise par le Columbia Broadcasting System dans le cadre d'une action civile au même moment, avait également été invité à témoigner devant le grand tribunal. Jury. On indiquait les sources. On a également appris que des agents fédéraux s'étaient récemment rendus dans les bureaux de Columbia Records et de Paramount Records dans le cadre d'une enquête sur la drogue. Tony Martin, président de la célèbre société musicale, société mère de la Paramount, a immédiatement démenti qu'une telle visite ait eu lieu. Selon des sources bien informées de l'industrie du disque et des forces de l'ordre, la chaîne d'événements qui a conduit à la comparution d'un Winshaw devant le grand jury et au licenciement de Miss
Davis a commencé en février dernier avec l'inculpation d'un manager d'artistes, d'enregistrement et d'une secrétaire de Columbia Records dans une affaire présumée internationale d'AH. Affaire de contrebande. Plus tard, 8 personnes ont été inculpées devant le tribunal fédéral de Newark pour des accusations de complot et de contrebande qui seraient liées à un réseau H multimillionnaire opérant en Italie, au Canada et aux États-Unis. Parmi eux se trouvait Pasquale Falcone, identifié par les responsables de Columbia Records comme manager de plusieurs artistes de Columbia. Maintenant, les gens se demandent quelles sont les chances que cet homme soit impliqué dans une affaire de drogue et que sa plus grande artiste, qu'il avait poussée à bout, se trouvait dans une pièce juste à côté de lui lorsqu'elle aurait été mourante à cause de la drogue. Coincidence? Cela ne ressemble pas à ça. Les gens semblent avoir interprété cela comme signifiant que Davis aurait pu jouer un rôle dans les événements comme ils l'ont fait. Cela a également ouvert les vannes aux questions sur l'implication de Davis dans le décès de Prince, car le chanteur est également décédé de manière similaire, tout aussi suspecte. Selon certaines informations, la légende de la musique est décédée après avoir pris ce qu'il pensait être du V. Mais il s'agissait en fait d'un analgésique contrefait contenant du fentanyl, selon toute vraisemblance. Prince n'avait aucune idée qu'il prenait une pilule contrefaite qui pourrait le tuer. L'avocat du comté de Carver, Mark Metz, a déclaré lors d'une conférence de presse à Chaska que d'autres personnes autour de Prince ne savaient probablement pas non plus que les pilules étaient contrefaites et contenaient du fentanyl. Malgré une enquête approfondie, il n'existe aucune preuve fiable montrant comment Prince a obtenu la contrefaçon, de Vicodin additionné de fentanyl ou qui a été impliqué dans l'achat de ces pilules, a déclaré Metz. Prince, 57 ans, a été retrouvé inconscient dans son domaine de Paisley Park le 21 avril 2016 à Chanhassen, Minnesota. Il n'a pas survécu à cause d'une surdose accidentelle de fentanyl, selon les responsables de la santé du Minnesota. Les preuves démontrent que Prince pensait qu'il prenait du V et non du fentanyl, a déclaré Metz. Avant d'annoncer sa décision de ne pas engager de poursuite, Metz a déclaré qu'il était conscient qu'il s'agissait d'un cas des plus inhabituels et extraordinaires impliquant une célébrité de renommée mondiale, mais qu'il ne pouvait pas en tenir compte dans sa décision d'inculper. Cependant, l'histoire n'a pas convaincu la plupart des gens. Ce détail hante les fans qui soulignent le lien bizarre avec une phrase de sa chanson à succès, Let's Go Crazy, dans laquelle il chante « Allons-nous laisser l'ascenseur nous descendre? Oh non, allons-y! » Mais pour le producteur de musique LA, Reed, cette coïncidence effrayante lui rappelle également une conversation qu'il a eue avec le défunt artiste. Une fois, j'étais avec lui en privé et il m'a dit « Tu sais ce que c'est que l'ascenseur, n'est-ce pas? » Reed se souvient. Il a dit « Eh bien, l'ascenseur, c'est le diable. » Et donc pour moi, c'était vraiment obsédant quand j'ai lu qu'il avait été retrouvé dans un ascenseur. Il a dit « Vous savez ce qu'est l'ascenseur, n'est-ce pas? » J'ai dit « Maintenant, c'est quoi l'ascenseur? » Il a dit « Eh bien, l'ascenseur, c'est le diable. » Et donc pour moi, c'était vraiment obsédant quand j'ai lu qu'il avait été retrouvé dans un ascenseur. Bien que Reed ait déclaré qu'il ne connaissait pas les détails exacts concernant la santé de Prince, il a déclaré que la mort subite était effrayante, surtout compte tenu de sa conscience de son état de santé. Il était végétalien. Il n'a pas mangé d'alcool. Je ne connaissais aucune drogue à son sujet. Il s'est entraîné. Cela m'a aussi beaucoup préoccupé parce que cela m'a fait penser que, wow, tu veux dire que tu fais toutes ces choses pour prendre soin de toi et que tu meurs si jeune? Reed a dit, c'est vrai. Ce que je sais, c'est qu'il était vraiment soucieux de sa santé. Il était végétalien. Il n'a pas abusé de l'alcool. Je ne savais pas qu'il abusait. Le producteur de musique connaît Prince depuis des décennies, depuis qu'il était membre de ce qu'il a décrit comme un groupe de copies fortement influencé par Prince. Reed a décrit Prince comme le plus grand musicien qui a défié toute catégorisation musicale en raison de sa fusion du blues, du jazz, du rock, du funk et même du gospel dans sa musique, et qui englobait les qualités du meilleur de la musique. J'ai lu qu'il était aussi provoquant que James Brown, aussi traditionnellement masculin que Teddy Pendergrass, aussi perspicace que Paul Simon et aussi électrique que Michael Jackson, a déclaré Reed, tout en un. Les détails suspects de son décès, couplés au moment où il a commencé à vraiment mener son combat pour les artistes contre les dirigeants, permettent d'être facilement d'accord avec Reed sur le fait que les choses ne se sont peut-être pas déroulées comme le décrivent les médias.
Quant à Clive Davis, même si le fait d'être un dirigeant de l'industrie dans les années contre lesquelles Prince menait la guerre fait déjà de lui un suspect. Il était en fait connu pour les choses contre lesquelles le chanteur légendaire se battait. Et il l'a fait à Whitney Houston. Diamanda Gallas, une musicienne d'avant-garde qui a sorti 21 albums studio, a écrit sur sa page Facebook officielle quelques jours après le décès de Houston, qualifiant le directeur du disque de cochon colossal. Selon Gallas, Houston aurait dû être autorisé à étudier pendant au moins 2 ans avec un professeur de thérapeute vocal avant même de répéter, et encore moins de se produire sur scène. Dans l'entrée, elle a affirmé que la chanteuse avait été remise sur scène avant qu'elle ne soit prête à se produire. Par Davis. Gallas a écrit que Houston n'était pas préparé à jouer, en écrivant, avec l'aimable autorisation de Clive Davis. Wow, mec, ça va être un cul bizarre. Non? Two Perrys, mec. Gallas ne s'est pas arrêté là, affirmant que Davis peut désormais emballer sa mort en fioriture et la vendre à gros prix, même au plus bas des ventes de disques, allant même jusqu'à prévoir ce que le vétéran de l'industrie du disque de 92 ans ferait. D'air en réponse. Et Clive et Sony diront « Nous pensons personnellement que cela lui revient en tant que chanteuse la plus importante de nos labels, et en tant que fille charmante qu'elle a toujours été pour nous. S'il en était capable. Que pensez-vous qu'il a fait à la personne qui défendait la fin de telles conditions horribles pour les artistes? Dites-le nous dans les commentaires. Voilà. Au revoir.